Bonsoir à tous, merci d'être présents en présentiel et en distanciel. C'est un exercice qu'on essaie de généraliser maintenant le plus souvent, notamment lorsque nous sommes sur des soirées comme celle-ci. Alors, je ne vais pas vous présenter, je vais laisser Eric le faire parce qu'il a magnifiquement organisé cette soirée, donc je ne vais pas te retirer le thème, mais c'est plutôt pour vous présenter le cadre dans lequel nous travaillons. À l'UDI, nous avons décidé de travailler dans la durée avec nos secrétaires nationaux sur le projet. Le projet de l'UDI, on a décidé de le concevoir autour de 4 valeurs cardinales. D'ailleurs, vous les voyez pour ceux qui sont sur place, certaines d'entre elles sur les murs. Les solidarités, l'Europe, les territoires, la décentralisation et l'écologie. Et ces 4 thèmes sont ceux qui structurent notre pensée politique. Alors évidemment, pourriez vous dire qu'il en manque des éléments, l'économie, les relations étrangères, mais en tout cas, c'était sur ces 4 thèmes-là qu'on avait le sentiment qu'on pouvait différencier, apporter quelque chose dans l'histoire de la famille, qu'elle soit chrétienne, démocrate, radicale, et depuis Jean-Louis Borloo, d'incarner également cette écologie positive, même si aujourd'hui, maintenant, tout le monde a repris le terme positif, et qu'on aurait dû poser à l'époque, d'ailleurs. C'était appris par un autre parti d'un ami. Et donc, c'est sur ces 4 valeurs que nous organisons notre projet, et on multiplie les réunions. Alors, il y a des réunions thématiques à l'échelle de la Fédération de Paris, hein, la plupart d'entre vous ce soir êtes des Parisiens, où on travaille sur le projet, et ce soir, on est dans un cadre un petit peu différent. On a aussi nos secrétaires nationaux en ligne, en distanciel, parce que l'UDI est un parti surtout en restauration dans les territoires. Hein. J'ai l'habitude de répéter qu'on est la 3e force politique territoriale en termes d'élus locaux. On le demeure encore aujourd'hui. Alors, on a perdu quelques députés dans les 2 derniers renouvellements, mais au Sénat, on reste la 2e force politique. Et dans les territoires, la 3e en Île-de-France, il y a 1 million de Franciliens qui vivent dans une commune dont le maire est UDI. Il y a 50 communes UDI rien qu'en Île-de-France. Donc, c'est aussi cette raison pour laquelle on travaille comme ça en distanciel, pour permettre à tous nos cadres de pouvoir être avec nous et pas simplement fonctionner en vase clos entre parlementaires le mardi soir et le mercredi soir, et après chacun retourne sur ses terres. Ces réunions nous permettent de le faire. On va conserver tous ces travaux ce soir. D'abord, ça va alimenter nos réflexions ici, nos réflexions en distanciel. Ça restera sur notre site, et puis ce sera des contributions qu'on pourra intégrer dans notre doctrine au fur et à mesure. Et pour ceux qui sont secrétaires nationaux, vous le savez, on a lancé ce soir une réunion pour la semaine prochaine pour commencer justement à retravailler en groupe. Donc on est très heureux de vous avoir. J'ajoute une dimension personnelle, et je vais m'arrêter là parce qu'après, il faut que je laisse le micro à chacun d'entre vous. C'est que depuis quelques années, notamment en milieu urbain, on a décidé à l'UDI d'avoir une logique un petit peu différente et de travailler sur ce qu'on a appelé, fondé, cette guerre démocrate. On était un peu lassé d'avoir ce monopole, cette OPA d'un mouvement politique sur l'écologie. On a beaucoup travaillé notamment avec mon président de groupe, Jean-François Fichet. Alors, je t'avais dit que je ne présentais pas, tu m'autorises à présenter le président de groupe. Et on est allé en Suisse, on a travaillé avec les Verts libéraux, on a fait pas mal d'expertise et on a essayé de challenger un certain nombre d'idées, en se disant qu'on pouvait porter un discours authentiquement écologique en mettant le climat en valeur cardinale de notre projet. Et à partir du moment où on réfléchit sur le climat, au lieu de passer au crible de toutes les politiques publiques et parfois des politiques qui seraient contradictoires, si on a le climat en valeur cardinale, on peut avoir une cohérence dans notre projet. Donc on a commencé à travailler beaucoup là-dessus avec les Verts démocrates, ça a fait école. Hein. On avait 50 candidats Verts démocrates aux dernières législatives, UDI et Verts démocrates. Mais on a remarqué que ça fonctionne particulièrement bien en ville. Il y a besoin d'une altérité du discours vers d'un autre discours dans les villes, en zone urbaine. Et je l'avoue, un tout petit peu moins en ruralité. On est aussi très fort en ruralité. C'est pour ça qu'on a cette double marque, un peu comme la CDU, CSU. On a l'UDI et les Verts démocrates qui existent. Donc avec cette casquette de Verts démocrates, je sais à quel point Jean-François est sensible également. On est aussi pour ça très heureux de vous avoir ce soir. Je m'arrête là et un dernier mot pour remercier Eric qui fait un gros travail, pas simplement ce soir, mais en continu pour alimenter le président Marseille, pour nous alimenter les uns et les autres, justement sur ce travail de doctrine, et ton apport est très important et merci pour tout ce que tu fais. Merci.
Alors, je vais être bref pour laisser la parole à nos intervenants. On a un très beau plateau aujourd'hui. L'énergie est au cœur de nos vies. C'est une problématique de souveraineté, de compétitivité, d'innovation. Et aujourd'hui, nos invités représentent à peu près ce panel de sujets et de thématiques. Nous avons donc la chance d'accueillir notamment Célia Agostini, qui est directrice de CleanTech for France, qui a été conseillère parlementaire notamment de l'ADES Panuri-Laché. Nous avons également Antoine Payon, ex-SGPE, et qui est actuellement donc directeur général adjoint d'IDEX. J'insiste sur le fait que nos intervenants aujourd'hui sont sous le sigle de leur entreprise ou de leur structure et ne représentent pas de position politique. On a la chance d'avoir Christian Buchel également, qui est président de l'Union française d'électricité, qui a un parcours très riche, notamment chez Enedis, mais également en Allemagne, avec la présidence du directoire de NW, si je m'abuse, et Jean-François Villiers, que tout le monde connaît ici, qui est président du groupe UDI et qui est passionné par les thématiques de recherche, d'innovation et d'énergie. Alors, sans attendre, bien sûr, je vais donner la parole à nos intervenants. Vous pourrez poser des questions. On va faire un petit tour à peu près une dizaine de minutes pour chacun d'entre vous avec des interactions. Et puis, on vous donnera la parole sur toutes vos questions relatives à nos questions énergétiques. Je laisse la parole à Céline. Est-ce que vous vous présenter un petit peu ce que tu fais Bonsoir à tous. Merci d'être présent en ligne et en présentiel. Et surtout, merci Eric pour l'organisation de cette table ronde. Je suis directrice de CleanTech for France. CleanTech for France, je représente en fait une coalition d'acteurs économiques qui se battent au quotidien pour qu'on réussisse notre réindustrialisation verte. Concrètement, en fait, je représente des grands acteurs émergents, type Verkor, qui est en train d'ouvrir une gigafactory de batteries, Gravity, qui est en train de construire une usine d'acier décarboné, Afiren sur de la chimie verte, Neolis sur du traitement de déchets, et aussi tous les gros fonds d'investissement qui permettent de financer justement ces projets, comme Mirova, comme Eurasero, ou comme des startups studios comme Marble. Et vraiment, ça, c'est en fait des acteurs qui, je pense, prouvent au quotidien que c'est possible de bâtir un nouveau modèle, un modèle qui est à la fois compétitif d'un point de vue économique, qui crée des emplois dans les territoires, hein, parce que tous les sites que je vous ai cités, Vercors et à Dunkerque, c'est 1300 emplois à terme qui sont créés sur le territoire, et qui sont aussi capables de proposer des solutions concrètes à tous les enjeux et à nos défis aussi bien énergétiques et de transition écologique. Ça, c'est pour CleanTech for France. Une petite question, Célia. En quoi les cleantech peuvent répondre aux problématiques de transition écologique et notamment en matière d'investissement en France et de décarbonation? Bon, le secteur des cleantech français, déjà, il faut le savoir, c'est un des secteurs c'est l'écosystème qui est le plus dynamique au niveau européen. C'est plus de 3 milliards d'euros d'investissement par an en capital risque. Donc, c'est un secteur qui s'inscrit dans une grande dynamique économique et c'est surtout, je pense, un secteur qui s'inscrit surtout dans les enjeux et les solutions à lesquelles on recherche. On est dans une course technologique face à la Chine et aux États-Unis sur le plan des technologies propres. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est surtout de massifier et de déployer, industrialiser ces technologies propres de manière souveraine. Parce que demain, le risque, en fait, c'est qu'on fasse notre transition écologique et notre transition énergétique avec des équipements étrangers, notamment américains et chinois. Je pense par exemple aux panneaux solaires, où vous avez les Chinois qui détiennent 80% du marché mondial. Donc ça, c'est un enjeu vraiment de souveraineté déjà énergétique et de souveraineté aussi industrielle. Que dire de plus sur ces acteurs? Aussi, c'est des acteurs qui sont pas là pour créer des nouveaux besoins, ce sont des acteurs qui apportent des solutions. Quand on fait de l'acier décarboné, on apporte une solution sur une des industries qui est plus polluante au monde. Quand on fait du ciment décarboné, qui représente plus de 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, l'enjeu au niveau des cleantech, c'est qu'on a mis au point en fait la plupart des technologies que nous avons besoin pour effectuer notre transition écologique. On n'est plus dans cette phase en fait. Enfin, on est toujours dans des phases d'innovation évidemment, mais on les a mises au point, elles existent, et donc c'est vraiment ce déploiement industriel dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est là où le prix et le sujet de l'énergie sont un élément absolument majeur et stratégique pour qu'on réussisse en fait
à réindustrialiser la France, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réindustrialisation verte, mais je pense, déjà, il y a un premier point où je pense qu'on a laissé dans l'angle mort, c'est qui sont en fait ces acteurs qui vont faire cette réindustrialisation verte demain. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait au clair sur ça, sur qui sont les porteurs de projets, qui sont ceux qui vont ouvrir ces nouvelles usines. Et quand vous regardez les chiffres d'ouverture des dernières usines l'année dernière, le premier secteur qui est le plus dynamique sur l'ouverture d'usines en France, c'est celui des industries vertes. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on se mette collectivement d'accord sur le fait et qu'on cartographie bien en fait qui sont ces porteurs de projets et qui vont faire qu'on va réussir cette révolution verte. Et en fonction de ça, on doit designer, j'ai envie de dire, ces politiques publiques et orienter nos efforts aussi économiques sur ces acteurs qui vont nous permettre demain de réussir. Et ça, c'est déjà un premier point. Et là, l'énergie, c'est exactement la même chose parce que ça tombe dans toutes les politiques publiques, que ce soit des appels à projets, que ce soit des grands champs comme l'énergie. Et sur l'énergie, là, ce qui est important à voir, c'est que dans le débat, on a plutôt un prisme de dire l'énergie, ce qui compte, c'est que les industriels déjà existants aient un accès compétitif, stable et abondant à l'énergie décarbonée. Ça, oui, c'est tout à fait vrai. Mais ce débat, il se pose exactement dans les mêmes termes pour, en fait, des acteurs industriels émergents qui sont dans une phase, ce qu'on appelle le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs premières usines et qui ont aussi un enjeu d'énergie, soit en termes de besoins à terme. Je pense par exemple à Gravity, à Fos-sur-Mer, quand vous allez faire de l'acier décarboné, l'équivalent de la consommation électrique par an, ça va être un réacteur nucléaire. Et ce qui en ferait demain, en fait, déjà des plus gros consommateurs français d'électricité. Donc ça, c'est le sujet de comment déjà on s'assure qu'on ait la bonne production pour ce type d'acteurs. Et c'est aussi comment on a aujourd'hui un prix qui est déjà visible et aussi prévisible, parce que ces acteurs-là, ils n'ont pas une grande assise encore financière. Et donc c'est ce prix-là qui va aussi aider à lever demain des fonds et à mobiliser les capitaux privés pour que ces projets se réalisent. J'ai une petite question, Célia. Parmi toutes ces entreprises, quelles sont les entreprises françaises les plus prometteuses et dans quel secteur précisément des clean tech? Alors, on a quand même une paire de lance, c'est, je pense, Vercor et toutes les gigafactories de batteries. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que, et ça va aussi de pair avec le fait qu'on a accompagné énormément de projets d'un point de vue d'innovation, qu'aujourd'hui ils ont ouvert leur usine. Vercor, elle ouvrira son usine cette année, il y a déjà ACC qui a ouvert du côté de Douai. Ce qu'on expérimente aujourd'hui, c'est le fait que, en fait, une fois que vous avez ouvert votre usine, c'est pas la fin de l'aventure, c'est le début de l'aventure et c'est d'autres problèmes qui arrivent, et notamment le fait de comment vous allez pouvoir maîtriser une technologie à grande échelle, sur des grands volumes, et avec aussi des ressources qui sont propres, type lithium, des matériaux critiques, des terres rares pour d'autres secteurs. Et donc, c'est vraiment aussi cette montée en phase, en charge industrielle, où vous avez, dans un contexte en plus géopolitique, avec des acteurs étrangers, je pense notamment aux Chinois, qui ont déjà plus de 80% aussi du marché mondial sur les batteries. Et donc, comment vous arrivez en fait à protéger ces acteurs le temps qu'ils arrivent à maturité, j'ai envie de dire, compétitive, c'est-à-dire qu'ils arrivent à ce point de bascule et qu'ils seront demain capables en fait d'aller concurrencer les Chinois. Et donc ça, c'est un sujet de moi, comment en interne je protège mon acteur, mais aussi comment de manière externe vers les acteurs étrangers, je les renchéris aussi. Parce que on s'est collectivement fixé un cadre normatif qui est extrêmement ambitieux d'un point de vue de production, de normes environnementales, de normes sociales. Et si on expose ces acteurs face à d'autres acteurs étrangers qui n'ont pas du tout les mêmes règles et qui arrivent en plus avec des surcapacités volontaires, hein, parce que c'est une volonté et c'est une stratégie politique et industrielle chinoise de produire en très grande quantité, de venir inonder notre marché et de même vendre à perte, parce qu'on va pas perdre. Et donc c'est comment en fait on arrive à enrayer à la fois l'extérieur, la concurrence étrangère et protéger en interne la montée en charge industrielle, le temps qu'on soit pleinement en capacité de concurrencer sur le marché. Et en matière d'emploi, ça représente combien d'emplois potentiels en France, c'est clair?
Alors, vous avez plusieurs milliers d'emplois. Je t'ai donné l'exemple de Vercors, c'est 1200 emplois. Après, vous avez d'autres usines type néolithe qui, eux, ont mis au point en fait un procédé qui fossilise les déchets. Alors, je précise bien que c'est des déchets non recyclables et non dangereux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre des déchets qui ont vocation à être remis dans le circuit via le fait d'être recyclés. C'est vraiment les déchets qui sont normalement enfouis et incinérés. Donc, eux, ils prennent ces déchets, ils arrivent à les fossiliser, ils en font des petits granulats, et ces petits granulats, en fait, ils repartent dans le secteur du bâtiment, ce qui fait une circularité. Et donc, sur cette usine-là, en fait, ça va être du coup des usines qui sont très locales, parce que le sujet des déchets, c'est un sujet local, on ne va pas faire venir à Paris des déchets de Marseille. Et donc, le but, c'est, là, ils sont en train de mettre leur première usine au point du côté d'Angers, leur première usine à grande échelle. Cette usine, elle emploie environ 60-80 personnes, et le but, c'est de le répliquer sur plusieurs endroits du territoire français. Donc, en fait, tu multiplies, et c'est exactement pareil pour Gravity, grande envergure, c'est 900 emplois au moins. Donc en fait, c'est quand même un potentiel de plusieurs milliers d'emplois industriels, et comme vous le savez, les emplois industriels créent ce qu'on appelle des emplois induits, c'est-à-dire toute l'activité économique qui est générée autour du site, et donc c'est plus x3, x4 en fonction des régions. Merci Léa. Et là, on voit très clairement que l'enjeu est capital pour la France. Il nécessite un cadre réglementaire et légal très fin. Christian Buchel, vous êtes président de l'UEFE. Vous avez publié aujourd'hui un courrier à destination notamment des élus concernant le programme, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et tout d'abord, quel est votre sentiment par rapport au défi de ce projet de texte? Merci d'abord, très heureux d'avoir été invité. Je salue Célia Lafay, l'ensemble des personnes présentes dans la salle, connectées, parlementaires s'il y en a. Peut-être dire quand même un mot sur l'Union française de l'électricité. Célia, je pense, a raison effectivement de resituer. Donc, la fédération professionnelle qui rassemble, on va dire, l'ensemble des acteurs, des producteurs d'électrons, donc les EDF, Engie, Total Energy et d'autres producteurs, Casal Énergie dans le Lorraine, etc. Des gens qui commercialisent l'électricité, mais aussi les infrastructures, c'est-à-dire RTE, Enedis. Donc effectivement, vous avez rappelé que j'étais à Enedis, mais qui rassemble aussi des entreprises locales de distribution, peut-être parmi les auditeurs. J'étais longtemps patron d'Electricité Strasbourg, par exemple, il y a Grenoble, il y a Metz, etc. Voilà. Donc ça rassemble et les nouveaux acteurs, puisque c'est bien parlé d'innovation, aussi les acteurs qui sont maintenant dans le stockage d'électricité décentralisé sur les réseaux. Voilà, donc on regroupe toute cette industrie-là, autour de 300 000 emplois si je prends l'ensemble de la filière. Peut-être dire aussi que je trouve que peut permettre une très bonne initiative de parler d'énergie, qui est un sujet à la fois éminemment politique au sens noble du terme, dans une région, dans un territoire, mais aussi au plan national et au plan européen, puisque je vois l'affiche sur l'Europe, et vous l'avez rappelé. On parle de souveraineté, on parle de pouvoir d'achat, on parle de climat. Et donc, le fait politique, on l'a vu dans des campagnes présidentielles, encore il n'y a pas si longtemps que ça, génération 3, génération 4, quand on parlait de nucléaire, enfin, ça traverse à chaque fois et on s'en réjouit. Et effectivement, il y a un débat à l'Assemblée nationale lundi, et c'est dans ce cadre-là, c'était pas pour la réunion de ce soir, mais c'était pour la réunion du débat, et on se réjouit, la profession se réjouit que, justement parce que l'énergie est un sujet éminemment politique, qu'il y a un débat démocratique régulier sur les choix que fait notre pays et sur, on va dire, la vision que portent les décideurs politiques pour accompagner la souveraineté, pour accompagner le pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises et bien sûr lutter contre le climat. Donc effectivement, avec d'autres fédérations professionnelles qui rassemblent l'ensemble de la chaîne, je ne vais pas tous les citer, il y en a une vingtaine, dont d'ailleurs la voici de droite. On a estimé que ce débat, il était de notre responsabilité d'apporter quelques éléments factuels, parce que le constat, c'est bien, vous avez parlé d'angle mort. Je trouve dans les politiques publiques, mais pas qu'en France, c'est très vrai en Europe, j'ai présidé longtemps une association européenne, toutes les
politiques publiques sont souvent très concentrées sur la production d'électricité. Et on parle beaucoup moins de la consommation. Donc, y compris dans les textes européens, on dit chaque pays doit faire tant de production renouvelable solaire par telle technologie, tant d'éolien par telle autre technologie. Pour la France et quelques autres pays, la Suède et d'autres sur le nucléaire, mais on parle rarement de ce qu'on fait de cette électricité. Et c'est très peu présent dans la politique publique. Et c'est d'autant plus surprenant, cet angle mort, c'est que c'est un atout majeur de la France que je trouve, et on l'a dit aussi dans ce courrier, qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est quand même il y a très longtemps, 35 ans, nous étions en consommation d'électricité dans l'énergie finale, utilisée dans notre pays pour tous les usages, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'industrie, que ce soit la mobilité. On était autour de 23%, c'est-à-dire sur 100% d'énergie utilisée dans le pays, l'électricité représentait 23%, c'est moins du quart. Et on se retrouve, alors qu'on a un pays, c'est souvent dit, on a une électricité qui est abondante, aujourd'hui, massivement, elle est disponible sur l'ensemble du territoire, elle est disponible partout, c'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Elle est abondante, elle est disponible, elle est compétitive, je pense qu'on y reviendra, et elle est sans émission de CO2. J'étais en Pologne quelques jours, enfin voilà, on travaille avec nos amis polonais pour dire ces enjeux de climat. Et 35 ans après les années 90, on n'est toujours qu'à 27%. C'est-à-dire qu'on a gagné 27 moins 23, ça ne fait pas beaucoup quand même en 35 ans. Et donc, dans la consommation, on importe, et c'est ça que dit le courrier aussi, dans la consommation, on importe chaque jour, alors on peut l'exprimer en milliards d'euros d'importation d'hydrocarbures, du fioul et du gaz. C'est 60, 70 milliards. C'était en 2022, c'est évidemment beaucoup plus. Je pense qu'on n'était pas loin des 110 milliards d'importations, en tout cas 130, merci Antoine. On était à 130 milliards, alors qu'on a de l'électricité, encore une fois, décarbonée dans le pays. Donc, effectivement, le courrier dit, n'opposons pas les électrons qui soient renouvelables, qui soient nucléaires. Notre travail de fédération professionnelle, puisqu'on rassemble, y compris, encore une fois, les infrastructures de réseau, c'est de faire de telle manière que nos propositions qu'elles soient optimisées, qu'elles forment, on va dire, un optimum à la fois économique, à la fois climatique, à la fois de compétitivité en termes de coûts. Mais on dit aussi, utilisons cette électricité. C'est-à-dire que, je pense, là, je suis la chance d'être avec un parti politique ce soir. Il y a des échéances électorales. Il y a un débat lundi à l'Assemblée nationale et le 6 mai, si j'ai bien compris, au Sénat. Mais parlons aussi de l'utilisation de l'électricité. Quels sont les usages qui peuvent être électrifiés dans l'industrie? Tous les usages ne peuvent pas l'être, pas facilement, pas économiquement accessibles, mais beaucoup des usages peuvent être électrifiés. Dans la mobilité, c'est clair. Donc, il y a des chiffres très, très, très précis qui existent là-dessus. Aujourd'hui, techniquement, le véhicule existe, les bornes de recharge 50 dans le pays. La mobilité, sur le bâtiment, je reste très général, les technologies existent, je pense en particulier à la pompe à chaleur. Et donc, notre appel, c'est de dire, il faut une vision. Cette vision, elle s'appelle PPE, c'est le fameux sujet dont on parle, qui est en discussion, en débat. Et enfin, c'est très bien qu'il y ait un débat. Je réinsiste, je me permets de réinsister là-dessus. Mais ces investissements qui sont du temps long, ils ont maintenant besoin de décisions, de fixer un cap. Il y a des appels d'offres éoliens offshore, il y a des discussions sur le financement des nouveaux EPR. On a besoin maintenant qu'un décret qui est prêt, que, on va dire, le monde politique assume cette responsabilité de fixer un cap. Et que régulièrement, il y a des débats. Vous l'avez au niveau d'une région. J'étais d'ailleurs très impressionné de lire les grandes lignes de votre schéma régional, lequel vous avez ajouté un E, si j'ai bien compris, d'ailleurs en vérité. Mon collègue, on parlait du SRIF, oui. C'est Jean-Philippe Dubois. Oui. Et donc, on a besoin de débat, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau européen, mais nous avons besoin maintenant de cette PPE, qu'elle soit publiée, qu'elle permette aux investisseurs que je représente là ici dans cette salle,
de poser on va dire, les investissements nécessaires pour que le long terme soit assuré. Voilà, et puis peut-être on aura d'autres questions. Oui, déjà, ce que je trouve important, c'est effectivement de préciser, et comme tu l'as dit très clairement, c'est de ne pas opposer les sources d'énergie, aussi bien renouvelables que nucléaires. Le tout étant d'avoir un mix responsable et qui permette à nos pays d'être compétitifs et à un coût maîtrisé. Très clairement, je pense qu'on va revenir, on va échanger avec le public puisque c'est vraiment le cœur de notre dispositif. C'est d'évoquer maintenant la question des territoires. La question des territoires, des solutions, des ETI qui travaillent chaque jour aux côtés de nos territoires pour leur apporter des solutions adaptées. Nous avons la chance d'avoir ce soir Antoine Pellion, qui est donc directeur général adjoint des Boutex, mais qui est également SGPE. Donc, on ne te présente plus, mais ma première question, Antoine, est tout d'abord, que peut apporter un groupe comme IDEX à la transition écologique? Et puis, plus largement, comment des sociétés de type ETI peuvent apporter leur soutien à ces territoires pour apporter des solutions innovantes, concrètes, qui permettent de faire des économies? Bien, bonsoir à tous. Donc, tout comme mes voisins, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. D'autant plus que je pense que ce débat politique est absolument indispensable et qu'on a besoin de se rassembler, d'être tous ensemble sur ces sujets-là, d'en débattre. Donc, de ce fait, être fort auprès de vous, à la fois partie du bloc central, auquel j'appartiens aussi sur ces sujets, est très important. Alors, IDEX, très concrètement, donc c'est une entreprise qui est probablement un peu moins connue que ses cousins, ses collègues, que sont notamment Dalkia, que sont notamment Engie, même Veolia, etc. C'est une entreprise qui est très présente sur toute la chaleur. La chaleur pour les immeubles, pour les logements, pour le tertiaire, les bâtiments publics, mais aussi pour l'industrie, dans les procédés chimiques, dans les procédés agroalimentaires, la papeterie, etc. Et notre métier, c'est de produire de la chaleur décarbonée. Et donc, de ce fait, pour pouvoir satisfaire ces usages sans émettre de gaz à effet de serre. Donc, très concrètement, on construit et on opère des réseaux de chaleur dans les différentes villes. On produit, on opère aussi des unités de biomasse, d'incinération, d'autres types de production d'énergie. On fait aussi de l'électricité, notamment photovoltaïque. Et après, on adresse aussi tout le marché des bâtiments. Comment est-ce que on change les systèmes de chauffage, on les exploite dans le temps, on améliore l'efficacité énergétique, etc. Donc, mais ce que je décris, c'est extrêmement concret et je dirais à portée de main et de territoire. Et donc, de ce fait, on a une présence sur l'ensemble du territoire français. Il y a une centaine d'agences, concrètement, avec des gens non seulement qui élaborent ces projets-là et puis qui les exploitent ensuite. Dans les particularités, je pense que c'est très important aussi parce que il y a des choses aussi qui vont bien, puis il y a des problèmes soulevés, donc on essaie de répondre à ces problèmes-là. Une partie importante du coup des sujets qu'on essaye de traiter, c'est ce qui se passe dans les villes aussi de taille moyenne, sur lesquelles il n'y a pas forcément de capacités d'ingénierie qui sont aussi élevées que dans d'autres territoires, sur lesquels il y a des enjeux de financement qui sont pas simples. Et la particularité d'IDEX, c'est que on est indépendant des grands énergéticiens, donc de ce fait, on est assez agnostique en termes de solutions, on regarde vraiment ce qui est le plus adapté au territoire, et on apporte des financements. On est adossé à un fonds d'investissement, on investit chaque année en propre 400 millions d'euros sur les différents territoires, et donc du coup, ajouter au financement des autres acteurs, et puis les financements bancaires, ça fait vraiment beaucoup d'argent investi sur ces projets concrets, et on arrive avec des sujets aussi, à la fois une partie clé en main et une partie d'adaptation, en matière d'ingénierie pour vraiment répondre aux problèmes locaux. Donc très territorial, une solution au financement, on pourra rentrer parce que derrière le dialogue dans les détails, et je pense que Jean-François l'évoquera, cette question des financements, parce qu'on en a très souvent débattu dans les précédentes fonctions, il y a un enjeu très fort à ce que on arrive à faire du portage d'investissement pour compte de tiers globalement. Je m'explique, quand on rénove des bâtiments, le Graal, c'est d'arriver à faire du tiers financement où du coup c'est un autre acteur qui arrive, qui porte l'investissement et qui se rembourse sur les économies de facture. Ça, dès qu'on arrive à faire ça, on arrive à... C'est pareil aussi quand on regarde pour l'industrie, ça peut être un facteur de compétitivité. Célia, elle évoquait juste avant les enjeux de pérennisation d'emploi, des sujets d'attractivité, de compétitivité. Et ben, ces solutions, elles peuvent être aussi des solutions pour pouvoir baisser le prix. Et donc tout ça est très important et très structurant. Donc voilà ce qu'IDEX concrètement peut apporter. Après, si tu me permets, Eric,
deux mots peut-être aussi, parce que quand même le disclaimer, c'est que je viens d'une fonction où on a beaucoup travaillé ces sujets-là, en lien notamment avec tous mes voisins de gauche. Et je voudrais revenir sur le sujet de la transition énergétique et écologique sur quelques points importants. Déjà, on a un enjeu, au-delà des sujets on a un enjeu de souveraineté qui est absolument majeur. Tu évoquais, du coup, Christian, les 70 milliards d'euros d'importation d'énergie fossile chaque année. Ça, c'est quand tout se passe bien, que les prix n'ont pas explosé. C'est 130 milliards, comme on disait, quand les prix explosent. Et donc, on a un enjeu absolument... Et ça, quand on dit 130 milliards, parce que c'est des milliards, ça valse, on a du mal à se figurer ce que ça représente concrètement. C'est plus que l'intégralité de tout ce qu'on investit dans toutes les entreprises, dans, par exemple, le plan France 2030, où on a mis 60 milliards sur la table pour aider tout le tissu industriel français à l'horizon des 6 prochaines années. Ça, c'était une 50aine de milliards d'euros. Donc là, on est plus que ça en un an. On a quasiment fait c'est 2 points de PIB. C'est une métrique qui parle, pas forcément plus concret, mais du coup, ça donne... Et ça, c'est du très tangible. Et donc, de ce fait, et là, je rebondis après sur un deuxième point, qui est donc, du coup, il faut vraiment qu'on baisse ces énergies fossiles. C'est ça le cœur du sujet. Et derrière, ce que disait Christian est très juste, c'est-à-dire que, en réalité, notre problème aujourd'hui, c'est pas tant, enfin, c'est un peu comment on produit de l'énergie différemment, mais c'est beaucoup, quasiment à 90%, comment on fait évoluer nos usages. Et donc, l'usage, c'est concrètement la mobilité décarbonée, ça veut dire quoi? C'est dans les bâtiments, c'est dans l'industrie, etc. Et toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, elles sont pas tant dans la façon de produire, mais que dans la façon dont on va accompagner ces transformations. Et là, il y a quelque chose pour moi, un chiffre qui du coup est assez magique et que j'ai découvert très tardivement, que je vous partage, qui est que les plans de transition, en réalité, on a maintenant, quand bien même il y a énormément de débats, et donc du coup aussi des clivages parfois un peu artificiels qui sont portés à différentes échelles, il y a en réalité un consensus qui est relativement fort sur quels sont les chemins, les voies de passage et les changements concrets qu'on doit faire sujet par sujet à l'échelle locale pour y arriver. En matière, du coup, de mobilité qui va être et les transports en commun et le maintien de la voiture, mais son électrification pour partie, etc. Et quand on regarde tout ça en détail, on pourra dans les questions revenir sur des points, on l'a beaucoup travaillé, notamment à l'échelle locale, avec Jean-François dans la cadre des COP territoriales, on se rend compte que les changements nécessaires, structurels, ceux qui sont lourds, qui coûtent de l'argent, etc., ça représente que 2-3% de la population chaque année. Donc on a besoin qu'il y ait des changements très profonds. Et donc un sujet, pour le coup, très politique, et je pense qu'il va nous mobiliser tous au sens militant aussi politique, c'est de se dire, on n'est pas en train de dire à tous les Français, il faut que vous ayez tout changé demain. Parce que, c'est pas possible, techniquement, c'est pas possible financièrement, et puis ça crée des craintes légitimes de se dire, mais moi, je peux pas tout changer maintenant, c'est pas possible. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est du coup quelque chose, c'est à peu près 2-3% de la population qui chaque année fait un changement très profond dans son quotidien, change de voiture, rénove sa maison, etc. Et cette proportionnalité-là, elle est essentielle. C'est-à-dire si on va plus vite, on se casse la figure, on braque tout le monde et c'est pas faisable. Et donc ce chemin-là, il existe et je pense qu'on va avoir assez de conscience. Et corollaire de ça, ça veut dire que toutes les solutions, alors je profite d'élargir un peu, qui se disent, je fais des trucs qui concernent tous les gens en même temps. Donc les grandes évolutions de la fiscalité, par exemple, et ça touche tout le monde tout de suite en même temps, et c'est assez peu compatible avec le fait, à ce que je vous dis, d'une transition qui est progressive. Le sujet, il est beaucoup, à mon sens, la solution. Donc comment est-ce que je mets en place des solutions qui sont finançables, on va y revenir, et donc ça, l'INDEX contribue. Comment, du coup, je fais les choses progressivement, comment j'accompagne, et comment, ça c'est un sujet dans vos valeurs cardinales de solidarité, c'est un sujet essentiel qui est de se dire, ces transformations-là, bien sûr, les ménages ou les entreprises les plus riches, elles ont des facilités là-dedans, parce que du coup, elles ont plus de moyens d'eux. Et donc, le rôle aussi de et c'est un pacte social, c'est pas que le politique et pas que les pouvoirs publics, c'est aussi nous, entreprises, nous tous dans les fonctions qu'on occupe, comment est-ce qu'on accompagne le plus grand nombre pour rendre les choses possibles. Et là, quand on travaille sur la rénovation des logements sociaux avec IDE, etc., et qu'on a une solution qui permet de sortir 0 € pour pouvoir financer la rénovation et qu'on se rembourse sur les factures ensuite, ça, concrètement, ça y contribue. J'étais avec le président d'EMEIS hier, anciennement Orpea, donc les EHPAD.
et ben eux, du coup, l'argent, le scandale qu'il y a eu, etc., ils le consacrent à l'amélioration de l'offre de soins. Pour le coup, il faut par contre, il faut en parallèle qu'ils fassent la rénovation énergétique, qu'ils fassent la décarbonation des bâtiments, etc. Et un acteur comme IDEX là-dessus vient dire, bah, moi je le prends en charge, et puis je me le finance du coup sans que vous ayez l'augmentation de la facture sur les prochaines années. Merci Antoine. En fait, quand on entend Antoine, Célia et Christian, très clairement, il apparaît que les territoires et les élus ont un rôle clé à jouer. Jean-François, tu as été évoqué à plusieurs reprises ce soir. Est-ce que tu peux nous faire part de ton sentiment en matière de transition écologique au niveau des territoires et le rôle que peuvent jouer des entreprises telles qu'EDEX, des structures comme les portants et bien sûr l'UFE sur cette transition? Oui, bonsoir à toutes et tous. Je pense que tout le monde est à son poste absolument indispensable pour réussir la transition. Je voudrais vraiment saluer d'abord Antoine Payon parce que je l'ai côtoyé depuis que j'ai été élu vice-président de l'AMF en charge de la transition et j'ai pu voir tout le travail qui avait été fait, que vous aviez mené au secrétariat général pour essayer de planifier toutes les actions qu'il y a à mettre en œuvre. Et évidemment, dès que je dis planification, l'élu que je suis, puisqu'on a à l'AMF porté un regard un peu évidemment critique sur la façon dont la transition pourrait être mise en œuvre, mais j'y reviendrai. Moi, je pensais pas quand j'ai été élu maire en 2008 que la transition écologique énergétique prendrait autant de mon temps 15 ans après ma première élection, puisque finalement, je ne fais pratiquement que ça aujourd'hui, c'est travailler sur les questions de transition, tout simplement parce que elles sont au cœur de la vie quotidienne de mes concitoyens. Et moi, je suis absolument convaincu que, à l'issue de ce mandat, mes concitoyens vont me demander des comptes sur ce que j'ai fait ou pas fait en matière de transition. Et c'est clair. Alors, j'ai la chance d'être dans un territoire plutôt béni de Dieu pour ces questions-là, Saclay, voilà, donc avec une population très en demande. Mais, pour autant, on a senti monter cette question-là depuis quelques années, et je dirais que, alors moi j'ai eu deux chocs, un choc de citoyen, un choc d'élu local. Le choc de citoyen, c'est quand même l'abandon de la filière nucléaire, décidé du jour au lendemain, pour de très mauvaises raisons, qui nous a quand même mis dans une situation, pour le coup, d'extrême dépendance. Et retrouver notre dépendance est passé par le relancement la relance de cette filière. Et puis le deuxième choc, c'est un choc d'élu local. On n'avait jamais été confronté à ce qui s'est passé. En 2022, le prix de l'énergie a complètement explosé. Et aucun élu en France n'était préparé à subir des multipliés par 5, par 6 sur le gaz et sur l'électricité. Ça a été, je pense, un révélateur très profond, parce que nous n'avions jamais été confrontés à cela, et à tel point d'ailleurs que ça a même remis en cause les modes d'achat de l'énergie dans nos collectivités. Je vais vous citer un exemple. Nous sommes de nombreuses collectivités à être adhérentes à un syndicat qui s'appelle le CIGEF, syndicat de France de gaz et d'électricité. Et il se trouve que le CIGEF, il achète le gaz et l'électricité en année N-1 du moment où vous le lui achetez. Et quand vous vous retrouvez avec des augmentations à multiplier par 4 parce qu'il l'a acheté l'année d'avant et qu'au moment où vous la lui achetez, eh bien, vous pourriez l'acheter 4 fois moins cher puisqu'il a baissé, vous vous retrouvez finalement dans un système, vous vous rendez compte que ce qui a fonctionné pendant des années, d'un seul coup, en cas de dérèglement, ne marche plus. Ça a été un vrai choc, un vrai révélateur pour les élus. Alors, d'autant plus pour moi, puisque je préside aussi un syndicat de pêcher, et je me suis retrouvé à devoir acheter du gaz au CIGEF comme maire de Bure, mais aussi comme président de syndicat, ce qui a beaucoup complexifié les choses. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, finalement, c'est cette transition écologique, cette transition énergétique, comment la mettre en œuvre. D'abord, moi je suis absolument convaincu que
c'est nous, les élus locaux, qui l'expliquerons à nos concitoyens, qui amèneront avec nous nos concitoyens. Et nos concitoyens sont devenus en demande. Il y a encore 4-5 ans, je n'étais pas engueulé par les parents d'élèves parce que leurs enfants étaient dans des classes à 30 degrés entre le 15 mai et le 30 septembre. Maintenant, ils viennent me voir, ils me demandent des climatiseurs, ils me demandent de rénover les bâtiments énergétiquement, toutes ces affaires cessantes. Donc il y a une exigence très forte. Le citoyen consommateur a une très forte exigence sur les mobilités douces, sur l'éclairage public, sur donc la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc j'en aborde le point qu'on connaît bien avec Antoine, puisqu'on en a énormément parlé, c'est la question du financement. Et la question du financement, elle est au cœur d'une préoccupation plus vaste aujourd'hui pour les collectivités, c'est la capacité à agir d'une façon plus générale. Bon. Citons juste quelques chiffres. Il y a un rapport qui est sorti au mois d'octobre, qui est celui du CAPCE et de la Banque Postale, l'Institut de l'économie pour le climat, qui a remis à jour un rapport précédent de 2020. Et ce rapport, que dit-il? D'abord, il dit que les collectivités locales ont fait d'énormes efforts pour financer la transition écologique et énergétique. En 2019-2020, on était à peu près à 5 milliards, et puis maintenant on est à 10 milliards de dépenses annuelles pour la transition. Pour les dépenses qu'on appelle l'atténuation, rénovation énergétique, éclairage. Sauf que CAPCE nous dit en octobre dernier, on avait demandé à savoir de 2020 à 2030 12 milliards par an pour les collectivités, c'est-à-dire 120 milliards. Maintenant, il va falloir faire 19 milliards entre 2024 et 2030. Et si on est à 10 milliards, il y a une raison très simple. Et elle est en 2 points. Un, notre endettement est contenu, notre capacité à nous endetter. C'est-à-dire que si dans une ville, moi si je dépasse, et ça m'est arrivé 10 ans, 11 ans, 12 ans de capacité de désendettement, ben, j'ai les services de l'État qui viennent me voir, qui disent vous dépensez trop, faut arrêter. Donc, capacité limitée à s'endetter. Deuxième élément, c'est quand je fais une réunion publique avec mes habitants, je leur dis on va faire le maximum, maintenant il faut mettre les bouchées doubles, on va dépenser davantage parce qu'il faut rénover les bâtiments publics, les écoles, l'éclairage public, il faut faire venir la biodiversité, on va faire des pistes cyclables partout. Il n'y a qu'une partie de la salle qui m'écoute. C'est celle qui paye la taxe foncière. L'autre n'est pas concernée. L'autre, on dit génial, allons-y. L'autre partie, il faut que je la traite. Et en fait, on a un vrai problème structurel, je dis en plus parce qu'on a beaucoup parlé au sein de l'AMF avec Antoine, c'est la question aujourd'hui, comment est-on armé pour financer la transition dans les territoires? La transition, on a une grande cause nationale, je pense que tout le monde la partage, on a une urgence climatique, mais aujourd'hui la transition, on ne la fera pas en 6 ans ou en 7 ans, on la fera en 20 ou 25 ans. Et ça, moi, je pense que notre rôle des locaux, c'est de marteler cela. Parce que il va y avoir un moment où nos concitoyens vont venir nous voir sur l'électricité, sur le solaire. Sur toutes ces questions-là, on va venir nous demander des comptes. Et il faut quand même qu'on explique aujourd'hui quelles sont nos capacités. Et là où Antoine a tout de suite cité l'exemple du tiers payant, du tiers financeur sur les bâtiments publics. En fait, quand on en parle avec les collègues, c'est pas un système qui nous paraît évident. Il nous paraît pas évident parce que quand, évidemment, il y a des entreprises qui sont venues nous voir pour la rénovation énergétique des bâtiments qu'on a reçus, mais on sent qu'on va quand même perdre la main sur le comment on fait. Parce que quand moi, par exemple, va démarrer en juillet la rénovation de la maternelle de mon plus gros groupe scolaire. C'est un boulot de dingue en préparation. C'est-à-dire rénovation énergétique, on en profite pour refaire l'intérieur, peinture, sol, mais on met du photovoltaïque, rénovation par l'extérieur. Mais il y a des discussions sans fin. Et quand on reçoit les entreprises, on a l'impression que les entreprises, faut aller vite, après il y a
des boîtes qui sont prêtes à intervenir. Bon, et puis il y a un autre élément aussi, c'est que ça mobilise les crédits de fonctionnement. En tout Ça, cas, oui, pardon, en tout cas, Jean-François, je vois que j'ai beaucoup de questions et c'est très clairement ce que tu dis. Non, ton sujet fait parler beaucoup de citoyens, notamment à Bios-sur-Yvette. J'ai quelques messages et j'ai une question qui touche le portefeuille des Français et voilà. Christian, voilà, une question et puis peut-être déjà une intervention d'Antoine pour répondre. Non, ton question après. D'accord. Alors, Christian, tu vas peut-être me trouver très clair à terre, mais là j'ai pas mal de questions sur le coût d'électricité et comment maîtriser le coût d'électricité. Voilà, c'est ce que tu disais également, Jean-François, sur les difficultés des Français à pouvoir se chauffer, notamment. La meilleure façon de ne pas maîtriser le coût de l'électricité, de l'énergie en général, c'est ce qui vient d'être dit par tous les intervenants, c'est de ne pas fixer un cap. C'est la meilleure façon, effectivement, 2022, vous l'avez dit, x4, etc. C'est la meilleure façon, c'est-à-dire de sorte d'avoir des problèmes de coûts, c'est on prépare pas l'avenir et on n'investit pas. Parce que vous avez parlé des investissements sur le plan local, on est tous citoyens, on regarde tous effectivement ce qui est fait des impôts locaux notamment. Mais il faut bien voir, on a aussi la chance, je parlais de l'atout de la France avec de l'électricité décarbonée. On a aussi un autre atout dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a évoqué, j'étais en Allemagne quelques années. On a aussi des champions nationaux qui investissent beaucoup de milliards tous les ans. S'ils n'ont pas de visibilité, je ne vais pas les citer là, il y en a, je les ai cités un peu nos membres, mais c'est ce que c'est bien disé en introduction aussi, pour l'industrie verte qui arrive. S'il n'y a pas de visibilité, cette industrie, elle viendra pas non plus, parce qu'elle connaîtra pas le prix de l'électricité. Et donc, effectivement, une PPE, elle est faite pour ça. Peut-être une petite nuance avec, c'est pas une nuance, Antoine, c'est quand tu parles du chemin. Effectivement, les 2%, je partage complètement, et tu as une meilleure expérience que moi pour dire ce qui est acceptable et gérable sur le plan politique. Mais quand même, pour prendre un chemin, c'est quand même bien de savoir quelle est la direction qu'on prend et quel est l'objectif qu'on se fixe. Et quand je regarde l'objectif lointain, c'est ce qui est écrit dans tous les papiers de schéma, vous connaissez très bien, Antoine, on dit, en 2050, ma mémoire est bonne, on dit que la part de l'électricité sera de 54%. 2050. J'ai dit avant qu'en 35 ans, on a fait 4 ou 5 petits points. Et on dit d'un seul coup, en 2050, c'est dans moins longtemps que 35 ans, on aura multiplié, je disais 27 fois 2, tiens, on n'est pas loin, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2 d'ici 2050. Donc, pour prendre le bon chemin, je pense qu'il faut se fixer cette cible. Si on dit que cette cible, c'est pour des raisons à la fois de climat, de notre contribution, on va dire, à la maîtrise des enjeux climatiques, pour notre raison de souveraineté, pour que les prix, effectivement, soient maîtrisables, pilotables, y compris politiquement, je crois qu'il faut maintenant cette décision sur la PPE pour qu'on investisse. Alors quand même sur les prix, c'est pas terre à terre, parce que juste pour compléter sur le sujet prix, quand on regarde, je vais pas être trop techno là, mais quand on regarde les prix de marché de l'électricité sur les 2, 3, 4 ans qui viennent, puisqu'il y a un marché de l'électricité en Europe, ce qui n'est pas le cas aux US. D'ailleurs, souvent, on fait des comparaisons avec les US. Il y a un prix au Texas, il y a un prix en Californie du Sud, il y a un prix en Californie du Nord. Donc, des fois, quand on fait des comparaisons, on dit aussi parfois des bêtises, parfois. Et donc, on a aujourd'hui une visibilité sur les prix à terme. C'est 1, 2, 3. On a aussi, merci Antoine, on a aussi une visibilité sur les prix à terme. Ils sont en dessous de 60 euros. Ils sont aujourd'hui en dessous de 60 euros. Traverser le Rhin vers le côté Est, ils sont au moins 20 euros au-dessus. Donc là, je parle des prix de 2026, 27, 28. Ils sont 20 euros au-dessus. Vous allez en Italie, ils sont encore une fois au-dessus. Je suis une ETI, je suis une PME, je suis une collectivité locale au sens tertiaire du terme bâtiment. Aujourd'hui, la France est compétitive et on le dit pas, ça non plus. Et pourquoi elle l'est? C'est pas parce qu'on a été d'un seul coup plus malin que les autres, c'est parce que dans le temps, on a investi, on a une politique publique, on l'a assumée, on a investi pour qu'on ait aujourd'hui l'outil de production nucléaire disponible.
Et c'est ça qui forme les prix. Donc l'investissement d'hier, c'est cet investissement qui fixe aussi le prix. Et juste pour le prix, je m'arrête là, promis. Il y a un autre levier qui est vraiment là dans la main, on va dire, du politique au sens large du terme, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. Puisqu'on rentre aussi dans le PLF, là, dans quelques jours ou quelques semaines. La fiscalité de l'électricité, si on considère que le carbone, c'est important pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures, l'électricité, aujourd'hui, de 11 à 4 fois plus taxée au gramme de carbone émis que le sont, on va dire, le fioul et le gaz. Et donc, le prix, c'est aussi ça, puisque le prix payé, je rappelle, c'est un tiers, c'est les taxes au sens très large du terme, un autre tiers, c'est les infrastructures de réseau, et le dernier tiers, c'est l'électron. Célia, vous voulez réagir? C'était pour surabonder sur ce que tu disais, Christian, et ce qui a été dit globalement depuis le début de la table ronde. Je pense qu'il y a aussi un autre sujet au-delà du prix et qui concerne l'énergie, c'est que si à un moment on veut... Et qu'est-ce qui bloque en fait aujourd'hui? Enfin, je pense que c'est ça aussi le sujet. Si à un moment tu en viens, Christian, et moi je m'en viens associer avec une Tech for France sur votre démarche, de publier cette lettre en demandant il faut prendre ce décret de PPE, donner cette trajectoire. Si elle n'a pas encore été prise aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque en fait? Et moi, j'ai quand même le sentiment que ce qui bloque, c'est une erreur qu'on fait depuis quand même un certain nombre d'années, c'est qu'on est venu mettre de l'idéologie dans l'énergie. On est venu politiser le sujet énergétique, qui est un sujet d'approvisionnement, de production, d'électrification. Et à partir du moment où on a commencé à dire, et on s'est trompé de combat. On a dit, en fait, le sujet, c'est que d'un coup, faut qu'on arrête le nucléaire et qu'on fasse que du renouvelable, et donc on va programmer la sortie du nucléaire et autres. Alors que le combat, c'était la sortie du fossile. Et ça, c'est l'autre anglement, en fait, qu'on laisse un petit peu, même dans les COP, et la COP de Dubaï, la dernière a été un peu différente sur ce point, mais c'est-à-dire que on envisage la transition écologique en disant, il faut produire plus de ci, il faut produire plus de ça, plus de décarboné, plus de décarboné. Mais il y a personne qui dit qu'il faut baisser le fossile à côté. Et ça, c'est l'autre pan, et c'est le combat, à mon avis, qu'il faut mener, parce que c'est ça qui va faire la différence demain sur... et donc, comment on arrive à sortir l'idéologie de l'énergie, alors que c'est un vrai sujet à la fois technique, et c'est un sujet aussi de prévisibilité sur le long terme, et c'est des investissements qui ne sont pas des investissements à 2-3 ans, c'est des investissements de 10-15 ans, voire plus quand on fait un réacteur nucléaire. Alors, j'ai une question qui touche directement Antoine, qui est la suivante, auquel vous allez tous pouvoir interagir. C'est Sonia qui pose la question suivante: comment éviter que la transition écologique n'aggrave les fractures sociales et territoriales? Et sa deuxième question est: la transition écologique peut-elle réussir sans transformer radicalement nos modes de vie? Vous pouvez tous interagir, mais la question... Vaste question. Non mais, alors, je pense je commence par la deuxième partie de la question, qui est le sujet de la radicalité. Je pense qu'il faut être assez... Enfin, moi, je suis sur une ligne assez... à la fois ambitieuse mais pragmatique. C'est-à-dire, on a, avec les travaux de la planification écologique, montré qu'il y avait un chemin qui était par incrément chaque année, qui nous permettait d'atteindre des objectifs très transformants à l'horizon 2030. Et donc, parce que baisser de plus de 50% de nos émissions à l'horizon 2030, c'est très radical comme résultat. Et ça, il y a un chemin qui permet d'y arriver sans avoir de basculer sur la décroissance, d'arrêter des secteurs entiers d'activité, de se dire que tout d'un coup, en 3 ans, on a changé toutes les chaudières de France, etc. Et donc, moi, je crois qu'on a besoin, à ces horizons de temps-là, 2030, de montrer ce chemin qui existe avec des transformations, comme je le disais tout à l'heure, qui concernent 3% de toute la population chaque année, avec des changements très, très, très radicaux. Et le reste de la population, du coup, se prépare pour être à son tour, entre guillemets, ou alors accompagné. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu tout le problème, parce que du coup, après, les enjeux de transition à plus long terme, 2050 notamment, sont d'une très grande ampleur. Et donc, il faut bien à la fin que tout le monde le fasse, entre guillemets. Et donc, il y a un sujet là de fracture sociale à double titre. D'une part,
Ces changements-là, généralement, ils nécessitent un certain nombre de moyens pour pouvoir changer. Et donc, de ce fait, tous les Françaises et les Français n'ont pas ces moyens-là pour pouvoir faire cette transition. Et donc, il y a des dispositifs d'accompagnement qui doivent être financés. Et donc, ça renvoie vers la question du financement. Et je pense qu'une des solutions, c'est de mettre la pression, entre guillemets, vous me permettrez ça. Peut-être, je fais une petite aparté, je pense que le sujet de l'énergie, il est très politique et il doit rester très politique. Par contre, ce qu'il faut éviter, et là je te rejoins totalement, c'est l'idée de sujet idéologique et de faire des faux clivages là où du coup il n'est pas nécessaire. Je dis ça parce que derrière, il y a un vrai sujet en fait de répartition de l'effort derrière tout ça. Ce que je vous raconte là ne fonctionne que si, là, aujourd'hui, dans les prochaines années, dès l'année prochaine, etc., une grosse partie de l'effort est portée par les entreprises et les ménages qui ont des moyens financiers pour le faire, qui doivent être les front-runners, non pas pour aller se faire ponctionner en fiscalité, être distribués, mais pour eux être les premiers à changer le comportement au quotidien et donc rénover sa maison, si c'est pertinent, du coup, avoir une voiture électrique, faire attention à son acte d'achat sur l'empreinte environnementale du produit, etc. Et ça, il y a une forme de responsabilité sociale dans ce point-là. Et il y a aussi une nécessité de progressivité pour les ménages les plus modestes pour qu'il n'y ait pas de normes, du coup, qui se viennent à l'imposer à tous quand ça n'est pas possible. Alors, j'imagine qu'on pourra débattre de sujets comme vous avez fait, etc., qui sont très actuels. Et ça, je pense que le secret, il est vraiment dans cette répartition de l'effort-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un truc qui marche. C'est-à-dire, on peut concilier progressivité, certains qui, du coup, parce qu'ils ont plus de moyens, ils vont un peu plus vite, et atteindre de résultats qui sont assez radicaux in fine. Et j'en profite un tout petit peu parce que je tiens le micro, parce que je vais dire juste un truc que Christian n'a pas le droit de dire, mais que je me permets de dire, qui est que, et que c'était la remarque de Jean-François et son choc, du coup, qui est de dire, les prix de l'électricité ont explosé, et ça nous a mis un énorme choc. Je pense qu'il y a un truc très simple qui explique une partie de l'explosion du prix, c'est que notre parc nucléaire s'est cassé la figure. Du coup, il faut tout à fait le dire, j'étais provocateur. Et de ce fait, c'est ça qui a conduit à ce que le prix de l'électricité explose, parce qu'on s'est mis à devoir, pour des besoins d'équilibre, importer massivement l'électricité qui, pour des raisons géopolitiques, avait explosé en production ailleurs, notamment les centrales allemandes, avec à la fois le gaz allemand, etc. Et la bonne nouvelle quand même, et ça je voulais le repréciser, c'est que, parce que derrière, quand on dit on décarbone, c'est sympa, si les prix explosent demain, on dit, pensez à la pompe à chaleur, mais qu'ensuite le prix de l'électricité explose, du coup on a coincé les gens. C'est un peu le même truc que prenez tous un diesel, et puis tout d'un coup, on fiscalise, on interdit le diesel derrière, ça a une bonne tête d'impasse. Et là, la bonne nouvelle, je trouve, c'est que dans les études, notamment de RTE, qui sont, on voit que même, quand bien même il y a des investissements massifs à faire dans la production, dans les réseaux, etc., il y a globalement une perspective de stabilité du prix de l'électricité, non pas celui qui était au pic de 2022, mais à suite d'avant-crise de 2019. Alors, c'est pas tout à fait, c'est légèrement au-dessus, mais et ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle dans le paysage. Et donc, on peut s'appuyer là-dessus. Alors, ça se décrète pas. Et donc, du coup, ça continue à se construire dans le temps, tous les investissements dans les renouvelables, dans le nouveau nucléaire, etc. Mais c'est quand même un fondamental très fort. Et après, et là, j'arrête promis, on parle beaucoup d'électricité, mais du coup, l'électricité, et ce que l'a dit Christian, c'est qu'une petite partie de notre consommation d'énergie. Il y a quasiment la moitié de la consommation d'énergie finale aujourd'hui qui est sous forme de chaleur. La chaleur, on peut un peu la décarboner par l'électricité, mais pas entièrement. Et donc, du coup, il faut bien s'adresser à tous les problèmes. Et donc, il faut aussi regarder les autres sujets. Et notamment, quand on est en milieu dense, en copropriété, on ne peut pas mettre facilement des pompes à chaleur à tous les étages. On peut en mettre des grosses, ça existe. Et puis, il y a les réseaux de chaleur qui permettent aussi de pouvoir faire des transitions. Merci Antoine. Christian, c'est certain que ça n'a pas été organisé, mais j'allais rebondir là-dessus en parlant de fracture territoriale, puisque je comprends que c'est la question. Exactement ce que tu viens de dire, Antoine. Je vais le dire positivement. Les territoires ont chacune aussi leurs atouts. J'ai parlé de l'atout de la France sur le nucléaire, plutôt du Grand Est. Quand il y a de la géothermie, ce qui ne peut pas être décarboné, vous avez de la géothermie profonde, ou de la géothermie pour la chaleur, notamment. Cette partie-là, c'est une richesse territoriale. Donc, je ne parle pas de fracture, je parle de richesse territoriale à valoriser. Ce que les régions en France font bien, je trouve, à travers le schéma, les SRADET, à travers les politiques publiques au sens local et régional du terme. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse.
Ensuite, sur la partie fracture sociale, je pense qu'effectivement, si la politique publique, encore une fois, ne fixe pas le cap et reste constant sur ce cap, prenons la mobilité électrique. Je suis en train d'acheter une voiture électrique en novembre. J'ai acheté un peu avant ce qui me concerne, mais en novembre. Et je lis d'un seul coup, effectivement, ce que tu dis, Antoine, fiscalité de l'électricité. Eh ben, l'acte d'achat, il est aussi simple que ça. Ben, je ressors et je ne prends pas. Et donc, il faut une constance, on va dire une visibilité, une constance sur les politiques, y compris la voiture électrique, le leasing. Parce que quand on compare effectivement les 100 milliards dont on parlait avant, quand on regarde ce que coûterait le leasing, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs, hein, pour les voitures électriques, qui a très bien fonctionné, qui s'est arrêté, s'interroger quand même. Hein. Donc c'est la continuité. Je prends le bâtiment, c'est pareil. Je prends le bâtiment, ma prime rénov'. On parlait un moment ici sur la prime rénov'. Mais si d'un seul coup j'arrête effectivement, et je dis, bah, il se passe ci, il se passe ça, eh ben, l'acte d'achat se fait pas. Pourtant, en termes de fracture sociale, toutes les études le montrent là maintenant. Et puis, vous savez, là aussi, il y a beaucoup de choses fausses qui se disent. Vous allez dans les pays du nord de l'Europe, la pompe à chaleur, elle marche du feu de Dieu. Elle marche du feu de Dieu. Et donc, juste pour dire qu'effectivement, la pompe à chaleur, une fois qu'elle est financée avec de l'argent public qui coûte moins cher que globalement continuer à porter dans la durée du fuel, l'usager final, il divise sa facture dans les 30%, voire plus. Ouais, c'est-à-dire, juste avant de et après, pardon, je peux parler. Je veux juste dire sur ma prime rénov', le 15e tome du que sais-je, Voilà, mon dossier la prime rénov' est sorti et il a un grand succès. Non, mais en fait, ça me permet de faire la transition avec la nécessaire horizontalité de la transition. C'est-à-dire que nous, dans les collectivités, et Antoine, ça fait pas qu'on souffre de cette verticalité. Vous vous rendez compte, il y a au mois de décembre, j'ai présenté devant le bureau de l'Association des maires de France le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est un document normalement dont tout le monde partage les objectifs. Hein. L'adaptation, c'est les inondations, la sécheresse, les éboulements en montagne. Et moi, je suis sur un territoire qui a connu quand même une inondation au mois d'octobre dans les Yvelines et en Essonne énorme. On a émis un avis très réservé parce que ce plan est une succession de mesures qui sont renvoyées aux collectivités locales sans étude d'impact, avec un besoin en ingénierie, c'est Antoine qui le disait tout à l'heure, qui va être colossal et sans qu'on sache comment on va le mettre en place. Et c'est quand même terrible que, au moment où on est engagé sur toutes ces stratégies nationales, tous ces plans nationaux, on en soit encore à subir des mesures qui viennent du haut, sans qu'on soit associé. Et encore une fois, ce sont les collectivités locales qui devront, pour beaucoup d'entre elles, les mettre en œuvre avec les entreprises, avec les partenaires entreprises. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'État au national et l'État local, ils parlent la même voix. Là, franchement, on est arrivé à un point où c'est indispensable. Quand vous imaginez que on reçoit depuis 3 ans les dossiers de demande de nos concitoyens de rénover leur pavillon énergétiquement et de mettre du photovoltaïque. Pourquoi ils font ça? Parce que on n'arrête pas de leur dire, faites des économies d'énergie, mettez du photovoltaïque, même s'il vient de Chine. Vous avez l'architecte des bâtiments de France qui émet des avis défavorables dans les territoires. Vous imaginez la parole de l'élu, et d'ailleurs la parole de l'État derrière, comment elle est évaluée, comment elle perd en puissance. Donc ça, il faut absolument qu'on règle cette question. Et cette question que j'avais posée il y a 2 ans déjà au ministre en charge, Christophe Béchu, elle n'est toujours pas résolue parce que le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique ne se mettent pas d'accord là-dessus. C'est complètement sidérant. Et puis, sur la partie, juste en tant que président de syndicat, je veux parler aussi de visibilité financière à long terme et des augmentations de taxes générales sur les activités polluantes, comme on en subit dans nos syndicats, puisque en 4 ans, je payais 1 million de plus de TGAP, et ça nous empêche d'avoir, voilà, une vision qui nous permet sur 5 ans de dire, voilà, on va investir, on va faire un centre de tri, vous voyez. Et ça, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de visibilité, de transparence, d'horizontalité.
dans nos politiques pour les partenariats qu'on doit mettre ensemble en place. Merci Jean-François. Célia, tu avais un commentaire? Oui, je remercie Sonia pour cette question parce que au fond, elle pose, je pense, le sujet de l'acceptabilité de cette transition écologique et énergétique. Et on parle de donner de la visibilité aux entreprises, aux investisseurs, aux collectivités. Et je pense qu'il faut aussi qu'on donne de la visibilité aux citoyens sur où est-ce qu'on veut les emmener via cette transition énergétique et écologique. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans leur quotidien et sur leur pouvoir d'achat. Moi, je regrette qu'on ait jusqu'ici, pendant un bon moment, soit présenté cette transition écologique que par un prisme soit technique, disons réduire les tonnes carbone. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu une tonne carbone, j'ai pris ça dans mes mains, donc je ne sais pas, ça ne me parle pas. Et qu'on ait aussi eu un angle qui a été qui a été une polarisation du débat politique sur la décroissance, et il faut moins acheter de ci, moins consommer de ça, et acheter plus cher ça. Et donc, en fait, on a présenté ce sujet sous un angle de, en fait, un peu un appauvrissement généralisé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai facteur pour remobiliser les gens, c'est de reconstruire un récit autour de la transition énergétique et écologique qui va justement défendre, en fait, non, on est là pour nous enrichir. Quand on dit qu'on va réduire l'importation des gaz fossiles, ça veut dire que derrière on va reventiler de l'argent sur d'autres politiques publiques. Quand on dit qu'on va réindustrialiser grâce à la décarbonation du prix, enfin de l'énergie et un prix d'électricité qui est compétitif, c'est-à-dire qu'on va rouvrir des usines dans les territoires, qu'on va créer des usines dans les territoires, qu'on va maîtriser des technologies qui sont indispensables dans la concurrence internationale et pour réussir cette transition écologique. Et donc, en fait, je pense voilà, il y a aussi ce sujet de mentalité également à changer nous collectivement, parce que on adore dire oui, il faut décarboner, il faut produire vert, et en fait quand on dit bah d'accord, on va installer une usine là, on va mettre une éolienne là, et en fait on se retrouve avec ah non par contre c'est pas devant chez moi, hein, enfin not in my backyard. Et je pense qu'il va falloir passer en fait justement du not in my backyard à in my backyard. Quoi. Pour moi parce qu'il va falloir avoir plus d'usines, il va falloir avoir plus d'éoliennes, plus de panneaux, plus de projets tout simplement d'énergie carbonée. Et ça aussi, je pense qu'il va falloir l'intégrer dans notre vision. Et enfin, juste un dernier petit point. Et ce point, enfin, j'insiste parce que je pense que c'est de ça que se nourrissent aujourd'hui les partis des extrêmes pour nourrir ce fameux backlash contre la transition écologique et au fond qui nous projette un modèle qui dit mais en fait, demain, la transition, ça va nous empêcher de faire du business. Vous, ça va vous empêcher de travailler, ça va vous empêcher de vous déplacer. Vous êtes assigné à résidence. Alors qu'en fait, c'est typiquement le modèle actuel, c'est-à-dire basé sur les énergies fossiles, basé sur une concurrence mondiale, une mondialisation, un marché ouvert sans limite au niveau européen, qui nous a précisément conduit dans cette situation. À la désindustrialisation, à la dépendance énergétique, à la dépendance industrielle. Et donc ça, je pense que aussi c'est pareil. Il ne faut pas se tromper de regard et il faut bien repolariser sur les vraies causes de la situation sur laquelle on est aujourd'hui impliqué. On va ouvrir le débat maintenant au public. On a une petite dernière question. Vous vous interpellez véritablement derrière la caméra et en région. Pas mal de questionnements. Alors, notamment, une question, je vais vous poser une dernière petite question avant d'ouvrir au public les questions. J'ai Jean-Yves qui me demande, est-ce qu'on est sûr que le coût du nucléaire sera de 60 MWh, 60 euros par mégawattheure, alors que, d'après lui, les derniers EPR ont des coûts 3 fois supérieurs? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bien sûr, ce sera plus cher, 60 euros de mégawattheure sur le nouveau nucléaire. Donc, non, mais donc, du coup, il y a, enfin, ce contrôle de Christian aussi, mais donc, du coup, c'est des sujets. Le nucléaire existant, on avait, historiquement, un prix, il a été vendu à 42 euros du mégawattheure, qui était le prix de l'ARENH, qui est, contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup d'endroits, l'ARENH a protégé le consommateur, a été un outil extrêmement de compétitivité très forte, je le redis ici, pour l'industrie notamment, etc. Ça a été révélé parce que la base de coût du nucléaire existant a augmenté. On est aujourd'hui sur entre 50 et 60 euros du mégawattheure, globalement. Ça, c'est le nucléaire existant. Et pour le coup, le nouveau nucléaire, il y a une incertitude parce que de ce fait, pour l'instant, il existe avec un réacteur, du coup, qui est Flamanville, et après pour le reste sur le papier. Le coût, il va énormément dépendre du coût de financement
de ce projet-là. Pas tant du coût à terminaison, mais du coût de financement. C'est pour ça que l'État dit, ben moi je vais apporter une garantie sur l'endettement du programme de façon à avoir un coût de financement bas. Et dans les calculs, le plus bas pour l'instant avec les technologies actuelles, on est plutôt autour de 80 qu'autour de 60. Après, tout cela se regarde dans l'ensemble de tout le parc, sous moyenne. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que le nucléaire existant, il va encore durer très longtemps. Et donc ça tire le prix vers le bas de façon importante et ça s'installe dans le temps. J'ai la question de Jean-Yves, j'avais arrivé à la même conclusion en le prenant dans l'autre sens, mais exactement, donc je vais être plus court. Effectivement, le 42 € qui est resté en France, un peu dans le subconscient, notamment, on va dire, des clients industriels, mais dans le subconscient un peu collectif, il est faux depuis longtemps. Et la Creux va, par la loi, dans les semaines qui viennent, donner le coût du nucléaire existant, puisque l'AREN veut dire quel est l'accès à ce nucléaire existant. Et donc, il n'est plus de 42 €. Et je parlais avant des prix de marché à terme, qui sont autour de 60, on est sans doute pas loin du coût nucléaire existant. Et deux, dire si le 42 a existé à un moment, c'est parce qu'on a pris des décisions au choc pétrolier, on a investi, on a donné de la visibilité. Je suis un tout petit peu moins optimiste que vous. Quand vous dites en 2022, ça a été un tel choc, je vais noter, vous avez dit un tel choc, etc. Mais oui, mais preuve en est, c'est que pour prendre des décisions là aujourd'hui, on a peut-être déjà malheureusement un peu oublié 2022 qui peut revenir par un autre angle. Il y a des discussions voilà, entre des pays plus ou moins hostiles ou plutôt hostiles, on va dire comme ça, et dont dépend 60% encore une fois de l'énergie que nous consommons. Merci. De nombreuses questions derrière sur Internet, mais on a également beaucoup de questions dans la salle. On va passer maintenant, on a la chance d'avoir un beau parterre d'invités, et donc on va passer la parole à notre public. Qui veut Bonjour, je vous remercie pour vos interventions très intéressantes. Moi, j'avais quelques remarques. Ma facture d'électricité a doublé en un an. D'accord. J'ai entendu Anne Lauvergeon parler de son bouquin Le stress qui et elle expliquait que donc le nucléaire représente dans les 60% de l'énergie qui est produite en France, qu'elle ne comprend pas pourquoi on a lancé la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, dans la mesure où les réacteurs nucléaires existants ne sont pas utilisés à leur capacité maximum. Et elle expliquait qu'en fait, EDF est obligé de nous faire payer dans nos factures d'électricité l'investissement de ces 14 nouveaux réacteurs. Par ailleurs, j'essaie d'analyser toutes les causes de cette augmentation. Par ailleurs, il y a ce prix de l'électricité, de l'énergie, qui est basé à cause des règles allemandes imposées par l'Allemagne, à l'Europe. Elle est basée sur le prix du gaz, puisque c'est l'énergie la plus chère qui détermine le prix de toutes les autres énergies, alors qu'effectivement, en France, on produit beaucoup moins cher. Donc, il y a différents facteurs. Et puis, vous avez aussi l'aspect de la privatisation du marché de l'énergie en France, où EDF, et on a vu les problèmes de spéculation qu'il y a eu, est obligé de vendre à ses concurrents moins cher qu'elle ne produit. Et du coup, au final, c'est nous qui payons tout ça. Donc, dernier point, Vincorex vient d'être vendu, qui fabrique des produits qui servent au nucléaire, à la à l'énergie, à la génération d'énergie nucléaire. Elle vient d'être vendue à une société chinoise. Donc, l'autonomisation nucléaire de la France, j'y crois plus du tout, parce qu'ils vont acquérir la licence et ils vont licencier tout le monde et on sera plus autonome. Qui veut faire un commentaire? Ça, comme mes voisins de droite et de gauche me regardent, je me sens un petit peu visé, mais merci madame pour à la fois l'énergie que vous mettez aussi dans votre question. J'ai noté quatre points. D'abord, sur votre facture, je la connais pas votre fournisseur. Je vous invite quand même à regarder, quand on dit x2, je vous invite quand même à regarder de quoi on parle. Quand fois une facture, j'imagine que vous ne parliez pas d'une entreprise, que vous parlez de votre domicile.
redit, facture, c'est, en plus pour un client en résidentiel, c'est vraiment 3 parts. Je réinsiste là-dessus. Hein. Et il y a une part fiscalité, il y a une part électron. Vous avez cité un fournisseur, j'ai rien entendu, mais je comprends pas bien pourquoi x2 entre 2020, qu'est-ce que nous sommes entre 2024 et 2025, je comprends pas bien, mais bon, cette facture vous appartient et elle est certainement très juste. Sur la, comment du coup j'oublie, sur la, j'ai noté 4 points, pardon. Il y a la définition du prix de l'énergie à cause du gaz. Oui, alors effectivement, sur les signaux qui sont donnés pour fixer le marché, je pense que, voilà, vous avez cité l'Allemagne, c'est ça que j'avais noté Allemagne, je savais plus pourquoi. Bon, je pense qu'on est drapeau européen, là, on a bâti un marché de l'énergie européen qui a montré que, effectivement, il y a un moment, on donne, on reçoit. Si vous êtes dans le nord de l'Europe, où il y a de l'hydraulique et de l'éolien, ils ont beaucoup d'heures dans la journée où le prix est égal à 0, parce qu'ils ont beaucoup d'hydraulique, lié à la géographie. Et ils sont connectés au réseau européen, et donc ils pourraient dire, voilà, votre parallèle de ce que vous venez de dire, au nord de l'Europe, pourquoi je suis connecté au sud de l'Europe, au Danemark et à l'Allemagne, si j'étais que chez moi, eh ben, j'aurais un prix plus bas. Ben, la crise a montré, dans l'électricité et dans le gaz en 2022, que c'est quand même très bien que nous ayons un continent qui soit interconnecté. Et une fois que vous êtes interconnecté, vous fixez des règles, des signaux d'investissement qui permettent de dire, ben voilà, un prix de marché qui permet effectivement aux investisseurs de prendre des risques industriels, ce qui est le job d'une entreprise, mais aussi aux consommateurs d'avoir une visibilité sur ces prix. Donc, vous savez, cette discussion, elle a eu beaucoup lieu. Là, je suis auprès d'un parti. Je défends, moi, j'ose défendre aussi des décisions européennes à laquelle, d'ailleurs, la France a largement contribué. Et je pense que quand les choses, à un moment, se retournent pendant un court laps de temps, ne jetons pas bébé avec l'eau du bain, je ne sais pas s'il faut dire ça ici comme ça, mais en tout cas, le marché européen, juste rajouter ça, hein, on parle souvent aux US. Au Texas, je vous invite à regarder sur Internet combien de coupures il y a par an. On a un système électrique qui fonctionne bien, qui est stable en Europe, qui a résisté à des crises climatiques et c'est pas fini. Hein, et voilà. Donc le dernier point, je connais pas l'entreprise qui a été rachetée, donc je sais pas où répondre. Je complète juste avec très rapidement. Vous dites au début, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire des réacteurs nucléaires, et du coup, je ne crois pas sur celui de la souveraineté, etc. J'ai écouté un aubergeant qui parlait de Je me dis ce point-là, il est important, c'est-à-dire que, un programme nucléaire, ça s'inscrit dans le temps. Christian disait, il faut la visibilité de long terme. On décide maintenant des choses, les centrales, elles rentrent en service dans 20 ans, globalement. Le temps que tous des sites se construisent, etc. Dans 20 ans, notre parc actuel, il aura, pour partie, plein de centrales auront 60 ans. On commence à toucher des âges de vieillissement qui nécessitent qu'on n'ait pas tous les ans le même panier et qu'on ait commencé, c'est jeune, 60 ans, bien sûr. Et pour les centrales nucléaires, ça peut commencer à avoir quelques traces d'usure. Et donc, de ce fait, il faut pour ça, et par ailleurs, on a dit depuis le début qu'il fallait électrifier pour pouvoir décarboner et sortir des énergies fossiles. Et donc, il nous faut globalement un peu plus d'électricité. Ça nous conduit à se dire que c'est quand même la bonne décision. Deuxièmement, par rapport au fait de se dire qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui, parce qu'il y a des sujets qui est de dire est-ce que le consommateur il est en train de payer des nouvelles centrales et donc son prix augmente, explose ou pas. Là pour le coup, et ça il y a eu des débats entre EDF et le gouvernement là-dessus, mais en tout cas il y a une ligne qui est très claire politique qui est de dire il faut pas que le consommateur là paye la totalité de l'investissement maintenant, il faut que ça soit lissé dans le temps et donc du coup que le prix soit relativement modéré aujourd'hui et ça je pense que c'est vraiment extrêmement important. Merci Antoine. On a une question d'Éric Chad. Voilà, c'est une question pour vous trois. Merci beaucoup. Vous trois individuellement, parce que vous venez réunis ce soir dans le cadre de notre réflexion sur le projet de l'EI pour prendre tout ce qu'on peut prendre de vos contributions. Vous le savez, la doctrine économique et sociale de l'UDI au XXe siècle s'est construite, enfin de l'UDI, pardon, des démocrates sociaux au XXe siècle s'est construit avec l'objectif de ne pas opposer l'économique et le social, que le social contribue à développer l'économie réciproquement, constituer des classes moyennes, et que tout ça était un cercle vertueux, alors que la première moitié du XXe siècle, en tout cas le premier tiers,
On était soit socialiste collectiviste, soit capitaliste à l'ancienne. Nous, au XXIe siècle, avec le troisième pilier qui est l'écologie, on essaye d'avoir exactement la même approche, la même réflexion. Alors, j'aime pas l'expression parce que maintenant elle est surusitée, sur la rodée de la fin du mois et de la fin du monde. Néanmoins, c'est quand même là-dedans qu'on souhaite inscrire notre démarche. Si vous aviez, je reviens à ma question, tous les trois, une mesure ce soir que vous voudriez absolument que nous conservions, qui vous semble la plus simple, la plus évidente, la plus efficace, la plus pragmatique, pour chercher, dans notre projet, à accompagner cette logique de défendre le pouvoir d'achat tout en favorisant la transition énergétique, quelle serait la mesure que vous nous inciteriez à porter et à mettre de l'homme? C'est bien. Je vais réfléchir vite alors. Non, bah, moi, ça me permet de faire le parallèle avec ce que j'ai dit avant par rapport à la projection et au fait que je pense qu'on construise un récit où on doit enrichir les gens grâce à la transition énergétique. Et donc, le pendant, c'est qu'on pose le principe que la transition énergétique et écologique ne doit pas aggraver les inégalités qui sont déjà existantes. Et moi, je pense qu'il y a une mesure vers les consommateurs qui est importante. Et alors, en plus, elle va, je pense, concilier social, écologie et j'ai envie de dire réindustrialisation. C'est au fond qu'on aide les gens et qu'on les accompagne à aussi accéder à ces nouvelles technologies propres. C'est le plus simple et qui concerne quand même tous les territoires en France, il me semble, la voiture. Et si on veut faire cette transition, enfin en tout cas cet accompagnement sur la voiture électrique, moi c'est plus en fait le fait qu'il faille porter nous on a le bonus en France écologique, mais ce que nous a montré les derniers mois, c'est que lorsqu'on a un pays comme l'Allemagne qui dit bah moi c'est fini le bonus écologique, il y a toute la filière qui s'effondre. Je pense qu'il faut justement passer ce bonus écologique sur le modèle français parce que la dernière version permet quand même de favoriser l'achat en tout cas des véhicules qui sont produits en Europe. Ça, je pense que c'est important, parce qu'on n'a pas parlé du Made in Europe et de la préférence européenne, mais ça est au cœur de ce système-là, et la France a poussé, et je pense que ça, en tout cas, les chiffres ont montré que ça marchait très bien et que ça a plutôt favorisé nos véhicules plutôt que ceux des Chinois. Et donc, moi, l'idée, c'est plutôt qu'on monte ce bonus écologique au niveau européen, et qu'on défende un bonus écologique européen à destination des citoyens européens. Ça a deux avantages. Déjà, on a une Europe qui est souvent un peu lointaine, nous, dans notre plus-value directe, j'ai envie de dire, de notre vie quotidienne. Donc ça permet, je pense, de reconnecter aussi quand même utilement et concrètement l'Europe dans notre quotidien. Et deuxièmement, de manière économique, ça permet de faire, parce que le sujet du passage à l'échelle, c'est aussi de passer à l'échelle le marché et donc d'ouvrir le marché européen à l'ensemble de la filière électrique qu'on est en train d'essayer de bâtir avec toute la chaîne de valeur, que ce soit de ceux qui produisent les batteries électriques jusqu'aux constructeurs. Antoine, un dernier petit commentaire peut-être. Là, j'ai beaucoup de gens qui disent on veut s'installer à Bure-sur-Yvette. Ils sont les bienvenus, bien sûr. Et la taxe foncière. Elle n'a pas augmenté depuis 2008. C'est un engagement que nous avions pris et nous l'avons tenu cette année encore, elle ne bougera pas. Antoine, c'est téméraire. Non, alors, je pense qu'il n'y a pas de mesure miracle de ce fait, mais il y a deux points que je voudrais souligner. Alors, il y en a un qui ne va pas vous étonner, mais qui est aussi en lien avec ce que je propose dans le Capidex. Je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre au goût du jour tous les mécanismes de partenariat public-privé qui, pour des bonnes et des mauvaises raisons, avaient été parfois écartés, parce qu'il y a eu aussi des contre-références, etc. Ça englobe tout le sujet aussi je reviendrai, il faut quand même qu'on creuse cette question de tiers-financement, parce que j'ai pas réagi, parce que voilà, il faut que chacun s'exprime là-dessus, mais je pense que ça reste une solution et que pour le coup, ça mérite qu'on s'y penche un peu. Et en fait, la promesse, elle est assez simple, elle est de se dire, vous continuez, vos factures n'augmentent pas, et par contre, on finance les investissements, du coup, en améliorant l'efficacité, notamment l'économie d'énergie, etc., et en se payant dessus. Et pour ça, on a besoin d'une dizaine d'années, globalement, pour pouvoir faire ce genre de choses-là, en apportant l'ingénierie, en apportant, non pas
en termes de pilotage aussi, n'ont pas enfin, une obligation de résultat et une garantie du résultat. Et je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, il faut qu'on fasse revivre, dans un nombre de cas, c'est pas la solution partout, mais ce genre de montage. Et puis, deuxième point, est-ce qu'on a, il y a un sujet qui va nous péter à la figure, globalement, et tous les sujets d'adaptation au changement climatique et de santé aussi liés à ça. Je fais une toute petite digression, c'est pas tout fait de l'énergie, mais il va quand même s'il pleut toujours autant demain, il y aura moins d'eau utile parce qu'il fait plus chaud, l'eau s'évapore plus. Ça veut dire que du coup, les polluants, même si on pollue pas plus, les polluants sont plus concentrés, la qualité de l'eau se dégrade, donc des enjeux de santé, d'adaptation au changement climatique. Et pour l'instant, on parle de milliards d'euros de baisse d'émissions et on n'intègre pas les milliards d'euros d'adaptation au changement climatique. Et donc là, ça va encore nous complexifier drastiquement le problème. Et là, je pense qu'il y a un enjeu avec tous les acteurs de l'assurance. Et plus généralement, pour l'instant, les moyens, enfin, on consacre beaucoup de choses d'argent au préventif, au curatif, justement, et le sujet de la prévention est encore insuffisamment pris en compte et financé. Et je pense que là, il y a des choses à faire avec nos amis et collègues les assureurs, que ça soit en santé, que ça soit en aménagement du territoire. Et là, il y a des mesures, du coup, qu'on pourra creuser, qui peuvent être mises en place. Je dirais sur les mesures, là, on va revenir sur le courrier qui est maintenant disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet et qu'on a publié ce matin. Je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé. Comme vous évoquez les trois piliers, vous avez dit économique, vous avez dit social, et vous rajoutez le troisième pilier, tel que vous l'avez dit, environnemental. Très concret, je pense que le sujet fiscalité est un bon sujet pour un parti politique. Le sujet fiscalité, c'est un sujet de justice, enfin tel que vous l'avez évoqué vous, hein, la piste cyclable, tout le monde l'utilise, qui la paye, etc. Donc, ça, c'est un aspect social, c'est un aspect économique, parce que la fiscalité, elle est quand même un déclencheur important. Je disais, j'achète une voiture, j'achète pas la voiture, je passe à la pompe à chaleur, je ne passe pas à la pompe à chaleur. Et la fiscalité, c'est un sujet environnemental. Et je pense, vous voyez, j'étais en début d'après-midi avec un dirigeant finlandais. Le gouvernement finlandais, il est à mi-terme, il est à 2 ans et demi d'installation. Et ils font, je ne savais pas, j'ai l'impression que c'est leur culture, ils font un mi-mandat, une espèce de, en anglais, on va dire, de bilan, notamment sur la fiscalité, et ça pose tout un tas de questions. Et quand on voit quand même qu'on dit d'un côté, il faut réduire de moitié d'ici 2050 la consommation d'hydrocarbures dans notre pays, je suis sur le côté usage. Et qu'on a une politique fiscale qui ne s'adapte pas, moi je vois pas très bien comment on va gérer la rupture et comment on va aller sur le chemin pour emmener les femmes et les hommes de ce pays. Et du coup, je me suis ressorti les chiffres au gramme de CO2 pour les raisons, Antoine, que tu viens de dire, c'est que la réalité, elle reste l'adaptation, elle reste. Et donc, si on ne prépare pas la fiscalité de l'électricité est 11 fois supérieure au gramme de carbone par rapport au fioul domestique, 5 fois supérieur au gasoil, 4 fois supérieur à l'essence, 8 fois supérieur au gaz. Donc, la mesure que travail à faire, c'est un travail qui n'est pas de plus facile, hein, on va dire pour un parti politique, de regarder la fiscalité. Mais je pense qu'il faut adapter la fiscalité par rapport au récit dont tu as parlé, le récit qu'on veut construire sur la transition énergétique. Merci. Antoine, la parole à Jean-François. Il nous reste ensuite 5 minutes pour poser des questions, parce qu'on a 2 intervenants qui doivent partir. Mais par la suite, on va pouvoir continuer nos échanges de manière informelle dans la salle. Jean-François, j'agis évidemment sur ce que mon voisin vient de dire sur la fiscalité, puisque je partage totalement sa proposition. En fait, le contrat local, le contrat dans une ville, dans une collectivité, il se fait sur la fiscalité. Les efforts qui sont demandés, les politiques publiques, elles sont déployées sur la fiscalité, pas sur des dotations. La dotation ne permet pas de mettre en œuvre des politiques publiques, parce que celui qui vous donne la dotation, il a le robinet, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Donc vous n'avez pas de visibilité. Il faudra une fiscalité de résidence. Donc, on ne pourra pas faire on voit bien qu'à la région, c'est très bien, on nous a asséché en fiscalité, dans le département, c'est la même chose. Et du coup,
les collectivités perdent la part de liberté, normalement qu'elles devraient avoir pour faire cet effort sur la transition. Parce que c'est ça qu'on est en train de louper aujourd'hui. C'est le rendez-vous du contrat citoyen pour mettre en œuvre la transition. Si on ne remet pas en place une véritable politique fiscale justement déployée en fonction des strates de collectivité, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas la réaliser. Merci Jean-François. On va prendre en cascade quelques questions très rapides. Hugo, puis monsieur. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci beaucoup, Eric. J'ai une question qui concerne l'articulation au niveau local. Vous avez parlé justement d'embarquer les élus. Je pense qu'il faut aussi embarquer les citoyens, l'usager, le contribuable. Vous avez raison, la vision, elle est aussi protéiforme, et je vous suis. Quelle articulation, finalement, entre l'intervention de l'État, des opérateurs externes, des pays, Caisse des dépôts, l'articulation des collectivités, des élus, finalement, qui intervient à quel moment, qui paye quoi? Et quelle est votre vision là-dessus pour des prochains mandats? Je vous remercie. Une série de questions. Une série de questions. D'autres questions peut-être, monsieur? En fait, merci beaucoup ces deux plaidoyers. On nous parle beaucoup des énergies renouvelables, en particulier les élus, on met l'accent sur le photovoltaïque. Malheureusement, la notion de souveraineté pour moi de la France n'existe plus puisque Photowatt a déposé le bilan et il n'y a pas une reprise. Comment voulez-vous, nous, les Français, il faut toujours aller consommer chinois? Et deuxième plaidoyer, c'est que par rapport à la région, qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs? On parle beaucoup de mécanisation, mais on ne voit rien sur le terrain. Merci. Une dernière question peut-être? Moi, j'ai une question, je reviens un peu en arrière sur les capacités de production. Est-ce que finalement le modèle, c'est pas les SMR et les AMR, la territorialisation, qui en plus est un moyen de démocratisation de l'énergie, parce que c'est là où le bas blesse souvent. Et est-ce qu'on ne se prive pas aussi de potentiel? Je pense aux centrales solaires thermodynamiques qui sont très développées, notamment en Chine et puis aux États-Unis. Et on a l'impression d'être dans un tropisme toujours de nucléaire, du plus gros nucléaire possible pour faire baisser les coûts. Est-ce que ces coûts ne sont pas finalement un peu biaisés à cause de cette politique nationale qu'on a mis en place depuis une quarantaine d'années? Merci, monsieur. Madame, peut-être également rapidement. Et je vais laisser 5 minutes à nos intervenants pour répondre à vos questions et puis on continuera le débat autour d'un verre de l'amitié. Peut-être la question, madame? Vous ne nous avez pas beaucoup parlé de technique et de futur. Moi, je suis quand même très intéressée par le stockage avec les énergies renouvelables qui devraient se développer. Je suis quand même très intéressée par l'hydrogène vert et l'hydrogène blanc. Il paraît qu'on aurait des réserves extraordinaires d'hydrogène blanc en France. J'aurais aimé qu'il y ait une perspective technique. D'accord. Écoutez, ce n'est que notre première table ronde et nous continuerons sur l'innovation. Je passe la parole à nos invités pour 5 minutes d'échange avant de clôturer. Très très vite. SMR fait partie de la solution. Pour le coup, pour l'instant, il y a des appels à projets qui ont été lancés. On a cherché, avec notamment France 2030, à financer les plus petits nucléaires. Pour l'instant, ils sortent beaucoup plus cher. Et donc, ça n'apporte pas la solution, du coup, à la compétitivité. Mais ça n'est pas perdu. Et donc, on continue à chercher, à développer, à soutenir. Pour l'instant, ça n'apparaît pas de façon évidente comme étant une solution qui va être plus compétitive. Mais là encore, continuons de voir. Sur la question de qui paye, je voudrais juste vous dire les travaux qu'on avait fait au SGPE dans mon ancienne casquette. En gros, si je fais vraiment à la caricature et à la louche, il y a les 60 milliards à financer par an supplémentaires. La moitié, c'est en gros les acteurs privés qui sont entreprises ou ménages. Et l'autre moitié, c'est le public. Et au sein du public, c'est un tiers État, si on regarde les compétences, de tiers collectivités. Et après, il y a des péréquations parce que les recettes sont pas forcément là où sont les dépenses. Et donc, de ce fait, il faut péréquer les choses. Et après, tous les autres acteurs, quels qu'ils soient, les BPI, etc., sont des financeurs, c'est-à-dire prêtent de l'argent, etc. Mais ça, à la fin, il faut bien qu'il y ait des gens qui payent in fine, et c'est que ces trois catégories d'acteurs-là, dans les proportions que je dis. Et dernier élément, le stockage. Alors, moi, mais ça, c'est un long débat. Du coup, l'hydrogène, je suis très prudent, ça coûte très cher. Et les perspectives fait que ça continuera à coûter très cher demain. Donc, il y a des usages qui s'y prêtent, mais pas la généralisation partout.
Et après, le stockage, il y a un sujet qui est très à la mode, qui est je stocke l'électricité, mais pareil, c'est aussi un peu cher, mais ça peut être pertinent. Mais il y a aussi un énorme gisement de stockage thermique, de stockage matière, etc., sur lequel on peut le développer beaucoup plus. Ça nécessiterait effectivement un débat plus long, mais il y a énormément de choses à faire sur la modulation avec du stockage autre et donc. C'est bien. Il y a plus de questions. J'ai complété ta réponse sur le sujet du panneau photovoltaïque, monsieur, et notamment Photowatt. Il y a d'autres projets aussi qui sont en cours. Dans notre coalition chez Cleantech for France, on compte parmi nos membres Holosolis. Holosolis, ils vont produire, ils sont un projet de construction d'une gigafactory de panneaux photovoltaïques du côté de Sarreguemines, dans le Grand Est, et avec une technologie qui est sur l'équivalent de celle chinoise, et un travail qui est en train d'être mené aussi au niveau européen sur la partie commande publique et marché pilote, c'est-à-dire que tout simplement dans la réglementation, on met ce qu'on appelle du contenu local dans les appels à projets, qui en fait incite, en tout cas force même, je peux dire, les acteurs à prendre une part de panneaux photovoltaïques européens dans leur déploiement. Et ça, c'est extrêmement important parce que on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'électricité et du prix, par exemple, sur les cleantech qui permettrait de financer ces projets. Mais derrière, c'est très bien d'ouvrir des gigafactories, mais derrière, il faut que ce qu'on produise soit vendu sur le marché. Et donc ça adresse vraiment cette partie demande et ça permet encore en plus de du coup, sécuriser ces projets d'autant plus avec les investisseurs. Donc ça, c'est un projet. Il y a également le projet de carbone du côté de Fos-sur-Mer. Et donc il y a d'autres acteurs en France, encore un ou deux, qui produisent du panneau solaire. Donc voilà, c'est une filière dans laquelle en tout cas chez Cleantech on croit beaucoup et dans un monde où le PV est la plus grosse énergie qui a été déployée ces dernières années, l'année dernière sur la production d'électricité. Il y a évidemment un marché à prendre. Si vous prenez que ne serait-ce 10% du marché mondial, c'est absolument massif. Et donc, c'est des objectifs qu'on doit tenir en tête, avoir en tête, et ne pas dire, de toute façon, la filière, c'est mort, on arrête, on prendra du chinois. Christian, donc, la conclusion, ce sera à notre élu, puisque c'est le rôle clé de ce bureau. Christian. Oui, peut-être revenir sur la question de Hugo, aussi sur l'articulation nationale-locale. Je ferai volontiers en clin d'œil de Hugo, pardonnez-moi, mais je parlerai de l'articulation Europe, France, locale. Parce que quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, je le regrette vraiment, y compris dans les partis politiques. Il y a quelques mois, pour pas dire quelques semaines, les 3 pays baltes ont fait un choix qui n'était pas un choix technique, qui était un choix profondément politique, de raccorder leur réseau d'électricité au réseau européen plutôt que de dépendre du réseau russe. Et donc, je pense que l'articulation que vous évoquez, soyons fiers, encore une fois, du modèle européen énergétique. Et cette articulation, on va dans l'autre sens aussi. Je pense que l'Europe, c'est pas la France en grand, la France, c'est pas l'Europe en petit, mais nous avons vraiment à apporter nos atouts dans la politique européenne. Assumons notre rôle là-dessus, notamment en matière d'électrification et de décarbonation. Et les outils d'articulation entre le national et le régional, notamment par les SRADET, etc., existent. Voilà. Je vais pas revenir, Célia, sur les technologies, peut-être quand même juste dire aussi, parce que SMR a été évoqué, etc., le PV, les champs ou le thermique. Vous voyez, on glisse très très vite, pardon de le dire comme ça, mais on glisse très très vite sur comment je produis. Et on parle pas, et c'est l'angle mort, pardon, j'enfonce le clou, mais on parle pas de l'angle mort, c'est comment on décarbone les usages, la mobilité, le bâtiment, l'industrie. Et puis sur le stockage, juste dire, peut-être de ma faute, on n'en parle pas assez, on a aujourd'hui des stockages sur le réseau d'électricité. On a 500 mégawatts de stockage alors c'est très invisible, comme l'électricité d'ailleurs. Elle est très invisible, l'électricité. C'est que quand il y a une tempête et que ça se passe mal, on voit l'électricité. Elle est très indispensable, mais très invisible. Et en fait, le stockage, il n'est pas très visible. Il y a aujourd'hui 500 mégawatts, c'est la moitié d'un réacteur nucléaire, qui est sur le réseau d'électricité, du stockage lithium-ion, sans parler de technique. Et pour approfondir la technique, je veux bien revenir une autre fois.
pour parler de l'hydrogène et des autres sujets, madame, que vous avez évoqués. Avec grand plaisir. Je te laisse conclure cette table ronde. Très rapidement, mais je voudrais m'appuyer sur l'intervention concernant qui fait quoi. Et je suis déjà intervenu sur ce sujet. En fait, nous, on a besoin d'horizontalité, on a besoin de dialogue avec l'État. Il est normal qu'il y ait une stratégie nationale. Ça, c'est à l'État de la fixer et personne ne va aller à l'encontre de ce principe. Par contre, sur la mise en œuvre, il faut absolument qu'elle soit discutée avec les collectivités locales, avec les entreprises, qui vont être ceux qui vont mettre en œuvre. Vous voyez, ça évitera des plans nationaux d'adaptation sur lesquels on émet des avis défavorables au bureau de l'AMF. Ça évitera une loi ZAN qui est revenue 2 fois à l'Assemblée nationale, qui va revenir à nouveau parce qu'elle ne fonctionne pas, parce que les élus locaux ne la comprennent pas, parce que sa mise en œuvre est opaque. Tout ça, on a besoin, au regard de l'enjeu qui est devant nous, on a besoin de transparence. Et puis, tout, c'est un travail collaboratif qu'on doit mener pour le bien commun de notre pays, de la planète, et puis de nos concitoyens. Donc, on est enthousiaste. Bonsoir. Je tiens à remercier tous nos intervenants présents ce soir. L'heure a tourné, il est déjà 24h. Est-ce qu'il ne s'agit que d'ouvrir le débat ce soir? Nous continuerons nos tables rondes, nos événements sur l'énergie. Je tiens à remercier également l'équipe de l'UDI, Franz, Eric, et puis donc Madame Natalia Pédanou. Et puis surtout, je tiens aussi à vous remercier, vous, d'être présents. Vous, élus à distance, et également vous, public présent ce soir. On va continuer autour d'un verre de planifier et échanger. Bonne soirée à tous.